Nous sommes toujours à la REF du MEDEF à Roland-Garros. Événement économique de cette rentrée, évidemment, Boursorama est l'un des partenaires médias. Votre invitée à présent, Sophie Boissard, directrice générale de Clariane. Bonjour. Bonjour David. Content de vous retrouver. Juste un petit mot sur vos maisons de retraite. Comment elles ont passé l'été? Je me suis dit avec la canicule, est-ce que vous étiez bien équipés pour résister aux 5 vagues de canicule qu'on a subies depuis 2 mois? J'ai lu que 50% de vos lits étaient climatisés, c'est ça? Oui, enfin on a 500 établissements sur le territoire français. Effectivement, l'été a été particulièrement chaud et beaucoup d'événements climatiques entre les incendies et effectivement la chaleur extrême. Et honnêtement, je voudrais rendre hommage à la qualité, à la résilience du réseau. Vraiment, les équipes ont été formidables. Elles ont été formidables en Gironde quand il a fallu accueillir les personnes évacuées. Elles ont été formidables quand il a fallu assurer la continuité et de prise en charge. Et notamment, en fait, on se rend compte à quel point de plus en plus nos établissements, que ce soit les maisons de retraite ou les cliniques, sont vraiment aujourd'hui le recours pour des personnes qui sont seules à domicile, suffocantes ou des hôpitaux qui sont particulièrement sollicités, qui ont vraiment besoin d'un relais. Et sur le nombre de lits climatisés alors juste... Alors effectivement, nos maisons de retraite, on les a largement climatisées depuis 10 ans. Donc 50%, c'est ça? C'est plus de 50% en réalité. Tous les établissements ont au moins tous les espaces communs climatisés et de plus en plus les chambres et les étages. Parce que la loi vous y oblige ou parce que c'est de votre non, propre ça a chef? été notre politique depuis 10 ans. On voit bien que de toute façon, les étés sont plus chauds, qu'en ville, ils sont particulièrement chauds et que quand on est fragile ou malade, c'est encore plus insupportable de ne pas pouvoir bien dormir la nuit et de souffrir de la chaleur. Donc c'est une politique. Vous vous fixez des objectifs? On peut se dire, je sais pas, à horizon 5 ans, 80% des lits sont climatisés chez vous? C'est pas... On va reprendre là à la rentrée le plan d'adaptation de notre parc en anticipant un certain nombre d'actions, parce qu'on avait une trajectoire à 10 ans. Moi, l'objectif, c'est que 100% de mes établissements aient une solution de rafraîchissement adaptée, soit de la climatisation pure et dure, soit des solutions un peu différentes, notamment lorsqu'ils sont pas en pleine ville et lorsqu'ils sont dans des espaces Et plus dans aérés. les chambres non climatisées, c'est quoi? Ce sont des ventilateurs? Non, on a vraiment déployé des climatiseurs mobiles à chaque fois. Non, en fait, il faut une vraie solution de climatisation. Et j'imagine qu'il a fallu aussi renforcer les équipes durant cet été pour surveiller notamment l'hydratation des personnes âgées. Non, on a des protocoles qui sont effectivement des protocoles d'hydratation renforcés, de suivi renforcé. On a des équipes on a nos plannings d'été qui sont construits très longtemps à l'avance et qu'on actualise. Et globalement, l'été, de ce point de vue-là, a été vraiment un été de bonne qualité. Et je voudrais encore une fois rendre hommage au grand professionnalisme et je dirais au grand calme des équipes. Et c'est là qu'on voit que ce que veut dire notre mission, de prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité, là, elle prend vraiment son sens profond. Au cœur de l'été également, vous avez publié vos résultats. 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? En hausse de 4,6%. Premier semestre. Premier semestre, oui. Solide rythme de croissance. Ce qu'on scrute évidemment sur le taux d'occupation des lits. Une marge qui s'améliore. Est-ce que ça se poursuit, le taux d'occupation? Est-ce qu'il augmente? Une marge qui a progressé de près d'un point de 100 points de base. Donc on est vraiment on voit bien que l'entreprise va bien et déroule sa trajectoire. On a largement anticipé nos échéances de refinancement. On a retrouvé un accès au marché obligataire, on s'est noté, donc on a les éléments maintenant pour bien fonctionner dans le nouveau contexte de marché. Et puis effectivement, je reviens sur le taux d'occupation. Le volume d'activité progresse bien. C'est un indicateur important qui montre de la confiance, autour de la confiance. C'est un indicateur important, bien sûr, parce qu'on est une activité avec de forts coûts fixes. Et donc, il faut que nos établissements, pour bien fonctionner, tournent à plein. On a quel niveau de taux d'occupation aujourd'hui? Le taux d'occupation à la fin du premier semestre s'était établi à 92% en moyenne sur les maisons 92 de retraite. Ouais. Et petit à petit, et les choses augmentent avec une activité. Au plus bas, on était à combien? Au plus bas? Au sortir de l'épidémie de Covid, on est descendu en dessous de 85%. Et l'objectif là-dessus, c'est? Il faut, d'une manière ou d'une autre,
on va aller avec la pression démographique dont on va sans doute parler et l'évolution. On va, probablement la jauge dans tous les réseaux sera autour de 95%. On y est déjà en Italie, où on a 98%, ou en Belgique, où l'équipement en lit est plus réduit par rapport à la population. Et les cycles démographiques, la population italienne est plus vieillissante que la population française. Et on y vient en France et en Allemagne aussi. C'est un sujet que vous avez abordé, hein, Sophie Boissard, dans le cadre du débat auquel vous avez participé, la solidarité intergénérationnelle. Quels sont aujourd'hui les points de consensus et les points de désaccord encore et les solutions à apporter face à ce mur démographique qui est devant nous? Et il est difficile de faire des prévisions économiques, la démographie... La démographie est une donnée de base. Exactement. Et ce qui est sûr, c'est que notre pays, dans la décennie qui vient, va connaître un vieillissement accéléré, avec une augmentation de 40% de la population âgée de plus de 80 ans. Et là, il y a un peu deux scénarios. Il y a un scénario où, je dirais, les données de santé n'évoluent pas, et donc ça veut dire en réalité un besoin d'équipements supplémentaires en lit médicalisé à l'hôpital massif, alors qu'on a déjà aujourd'hui des dépenses de santé qui sont très élevées, rapportées au PIB, 12%. Ou alors, l'évolution que moi je souhaite profondément, c'est vraiment que les indicateurs de santé publique sur ces 3e et 4e âges de la vie s'améliorent significativement et qu'on gagne en espérance de vie sans incapacité majeure. Et comment on le fait à budget contraint avec des comptes publics aussi dégradés? Je pense pas que ce soit un sujet de budget, c'est d'abord un sujet d'organisation et de priorité du système de santé. On sait aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux les phénomènes d'incapacité liés au vieillissement. On comprend bien aujourd'hui à quel point pour deux personnes, l'âge civil et l'âge physiologique peuvent être extrêmement différents. Deux personnes peuvent avoir 60 ans, l'un va avoir la santé de quelqu'un de 50 ans en moyenne, et l'autre à 60 ans aura le capital santé de quelqu'un de 70-80 ans. Et c'est cet enjeu-là. En France, on n'est pas très bon, en fait. Les pays du nord de l'Europe ou les pays australiens ont des indicateurs d'espérance de vie en bonne santé, qui sont bien meilleurs que les nôtres, avec des niveaux de dépenses. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je ne me rends pas compte en termes d'indicateurs. On est comment, nous, sur l'espérance de vie en bonne santé? On stagne. L'espérance de vie à la naissance en bonne santé, elle stagne autour de un peu moins de 65 ans. Alors que l'espérance de vie tout court, elle progresse. Ouais. Et elle est supérieure à 85 ans. Donc on a un décalage. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on interroge la population française, il y a 10 ans de plus. Et quand on regarde aujourd'hui ce que disent les données de la science, et en particulier, on a de très bons centres de recherche en France autour des gérosciences, donc les sciences du vieillissement, ils disent, on sait très bien quelle politique de santé publique en population large il faut mener pour gagner des années de vie sans incapacité majeure. C'est repérer les premiers signes en fait de perte de capacité. C'est intervenir beaucoup plus tôt dans les maladies chroniques invalidantes. C'est ne pas avoir de rupture de prise en soins. La catastrophe, c'est une personne âgée qui n'a pas de médecin traitant, quelqu'un qui a un diabète, qui arrête de recevoir le traitement qui va pour son diabète. Les impacts peuvent être absolument catastrophiques. C'est des maladies neurologiques qui sont détectées trop tard. Et donc, si on veut vraiment agir sur ce capital santé de la population, il faut faire de la détection et de la prévention large à l'occasion des contacts avec le système de santé, et il faut mettre en place de l'activité physique adaptée, travailler sur la nutrition. On connaît les paramètres, et puis lutter contre l'isolement et agir sur le maintien en activité. Si on fait ça, on peut gagner 10 ans. C'est beaucoup 10 ans. Sans que ça coûte 1 euro au compte public. C'est vraiment réorienter nos efforts et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Alors, je pense qu'on est en train d'y venir, mais trop lentement, et on n'a pas... ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est vraiment une boussole commune. On l'a fait pour le cancer. En 2002, on avait des très mauvais indicateurs
de diagnostic du cancer et de survie du cancer. En 20 ans, on a radicalement changé la situation. On voit aujourd'hui à quel point des cancers qui étaient mortels, avec des très faibles chances de survie il y a 20 ans, sont aujourd'hui soignables et bien soignés pour tout le monde. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un plan cancer où on a vraiment dédié des équipes et on a orienté tout le système de santé en direction. Et ça a marché. Ça a marché. On est aujourd'hui un pays qui est très en avance là-dessus. Et il faut qu'on fasse exactement la même chose pour la longévité en santé. Sophie Boissard, vous parliez de votre accès au marché obligataire, des refinancements que vous avez effectués. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les taux à 10 ans, sur les souverains essentiellement, en France, en Europe, aux États-Unis, des taux d'intérêt qui se tendent, est-ce que vous êtes inquiète ou pas? C'est une des raisons. Je pense il faut en tant qu'entreprise, il faut bien prendre conscience que l'ère de l'argent gratuit est terminée. Les coûts, le coût de nos financements sera durablement plus élevé qu'il l'a été, mais on a vécu dans un monde où l'argent valait zéro. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, les taux auxquels on se finance, 6%, entre 6 et 7%, nous obligent à être efficaces dans nos investissements, à aller chercher des gains d'efficacité. Ça tombe bien, parce que le numérique, l'intelligence artificielle sont vraiment des opportunités majeures. Ça nous oblige aussi à être extrêmement précis, efficaces dans nos opérations, à faire tourner nos établissements à pleine capacité. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. Donc je dirais, c'est une nouvelle donne économique. En revanche, il faut que tout le monde fasse sa part du job. Les entreprises le font. Les entreprises se sont adaptées à une énergie plus chère. Elles se sont adaptées à un coût de l'argent plus cher. Elles sont en train de prendre le virage de la révolution digitale. Il faut que la sphère publique fasse exactement pareil, son aggiornamento. Les entreprises ne peuvent pas porter sur leur compte vous avez entendu. Les inefficiences de la sphère publique. Donc il faut qu'on fasse tous ensemble cette Vous aimeriez entendre ça aujourd'hui? Il y a un débat entre les principaux candidats ou déclaré élection présidentielle. Vous aimeriez que ce soit dans le débat, ces sujets-là, économiques-là, soient dans le débat? Ce que j'aimerais surtout qu'on entende dans le débat, c'est la valeur de la confiance. En fait, pour notre pays, pour la prospérité de notre pays, pour nos enfants, pour les générations futures, on est tous attachés à notre pays, on a un beau pays. Il faut qu'on retrouve collectivement de la confiance entre entreprises et secteur public, de la confiance dans la population, pour qu'on puisse ensemble s'attaquer à ces défis dont j'ai parlé. Et il faut que le débat là, dans cette période électorale, reviennent, non pas sortent des anathèmes ou des qui est responsable ou qui est fautif, pour être beaucoup plus pragmatique et orienté sur les solutions et sur la restauration de cette confiance. Regardons autour de nous, tous les autres pays en Europe, regardons la métamorphose de la Grèce, ce qu'a fait le Portugal, l'Espagne, l'ambiance dans les pays scandinaves ou en Europe centrale. On entend, c'est pas facile. Il y a évidemment traverser les mêmes difficultés, voilà. Mais le fond est beaucoup plus un fond de dire concrètement, pragmatiquement, comment j'agis et comment je me tourne vers l'avenir et comment j'avance. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à instiller dans notre pays. Patrick Martin, le président du MEDEF, était à votre place ce matin. Il me dit à quel point les chefs d'entreprise étaient inquiets, de plus en plus inquiets face à l'après-Macron, savoir quelle politique économique serait menée en 2027. Il y a de quoi être inquiet quand on voit les sondages au moment où on se parle, qui ne sont pas prédictifs évidemment. Écoutez, on est 6 mois avant l'élection. 8 mois. 8 mois même, 8 mois avant l'élection. Je pense que c'est pour ça que c'est important, nous, entreprises, de faire entendre une voix raisonnable, pragmatique, besogneuse, dirais-je, de ce qu'il faut qu'on fasse. Et moi, je ne me résous pas à ce que notre pays sombre dans le chaos ou dans le... Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut d'abord il faut mettre toutes nos forces sur la création de richesse. Création de richesse avant de discuter d'augmenter telle ou telle taxe. L'année dernière, 60 milliards de PIB de produits intérieurs bruts de plus.
58 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires. 100% de la richesse additionnelle créée l'année dernière dans ce pays a été capturée par des prélèvements obligatoires. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base, créer de la richesse, augmenter l'activité, augmenter la participation. Comment on fait pour créer de la richesse? On augmente le taux d'emploi. On a Alors, 20 points de taux d'emploi, ouais. 20 points de taux d'emploi de moins qu'aux Pays-Bas. 20 points de taux d'emploi à 64%, les Pays-Bas sont à 80%. Là, vous prenez les meilleurs. Mais non, l'Allemagne est 10 points au-dessus de nous. Donc on augmente le gâteau et on augmente le nombre de personnes. Parce qu'il faut demander aussi aux entreprises qu'elles conservent aussi leurs seniors. Je pense que c'est... il faut réduire la part des absences maladie et des phases d'intermittence aujourd'hui, qui est un problème majeur dans le pays. Je pense qu'une partie aujourd'hui du taux de chômage tient à ces phases d'intermittence dans les métiers en tension. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut agir. L'apprentissage, ça a commencé à très bien fonctionner. C'est quand même vraiment absurde aujourd'hui d'avoir réduit d'arrêter la fusée dans son envol. Et d'ailleurs, on voit bien. Et les entreprises, ils sont prêtes. Patrick Martin l'a rappelé. Moi, chez Clariane, on était il y a 10 ans, on n'avait pas l'apprenti. Aujourd'hui, on a plus de 1500 apprentis et ça fonctionne. On a des jeunes formidables qu'on accompagne jusqu'au diplôme, qui derrière restent chez nous, qu'on accompagne en emploi. On est un secteur qui recrute, secteur d'avenir. Donc moi, je suis toute prête à faire plus. Donc c'est absurde aujourd'hui. Donc apprentissage, fin de la permittence ou de l'intermittence, qui vraiment n'a pas de sens et qu'on voit aujourd'hui reflété dans ces chiffres. Dans ces chiffres d'arrêt maladie ou de CDD, de refus de CDI. C'est quand même un problème aujourd'hui dans un certain nombre de professions de ne pas vouloir s'inscrire dans la durée. Et puis effectivement, il faut travailler plus longtemps parce qu'en réalité, travailler plus longtemps, c'est aussi rester en meilleure santé. Les dernières études de l'OCDE. Quand on voit les sondages, mais parce que je pense que c'est le manque de confiance dans le système qui fait qu'aujourd'hui, chacun se dit je me mets à couvert de peur que le système ne se transforme en moins bien pour moi. Mais en réalité, le cumul emploi-retraite est majeur. Utilisons aujourd'hui les personnes les plus expérimentées pour pouvoir travailler dans... Qu'est-ce qu'on fait pas en termes de politique économique qui peut paraître séduisant de prime abord, mais qui serait une erreur de politique économique? Je persiste et signe sur le fait que toutes les politiques, la politique économique doit vraiment être tournée vers la création de richesses, vers Donc la question l'innovation. d'effacement de dette, la question d'interdire les milliardaires, la question de tout prendre en héritage au-delà de 12 millions d'euros. Encore une fois, ne concentre pas tous ces efforts sur la répartition des richesses qu'on n'a pas créées. Concentrons-nous sur un système dans lequel chacun peut participer à l'activité, au développement, à l'innovation, peut construire pour ajouter sa pierre à l'œuvre collective avant de commencer à discuter de redistribuer des richesses qu'on n'a pas. Gilles Berset rappelait tout à l'heure dans un débat qu'aujourd'hui, le niveau de dépenses sociales par habitant est comparable en France à celui qu'il est dans le reste des autres pays, mais le taux d'effort rapporté au PIB est de 10 points supérieur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la France produit moins par habitant que ses pairs en Europe. On a très largement reculé en la matière. Aujourd'hui, on est à la traîne. Il faut qu'on refasse notre retard. On est un pays de compétiteurs, on est un pays qui aimons le sport, qui aimons les défis, qui aimons les grands projets dont on est fier. Retrouvons cette fierté du travail collectif. C'est l'objectif, évidemment, qu'on s'assigne tous. Merci en tout cas, entretien beaucoup, avec David. Sophie Boissard, la directrice générale de Clariane, donc sur Boursorama, enregistrée à la REF du MEDEF à Roland-Garros.